Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence managériale. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui une figure de l'entrepreneuriat français, Sixtine Moulet-Berthaud. Bonjour Sixtine. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Alors merci Sixtine pour ta présence dans les Masterclass. Nous sommes ici dans tes studios et ça c'est nouveau pour moi. Normalement c'est moi que je reçois sous mon toit, mais là, c'est toi qui me reçois chez toi, dans mon podcast. Donc, je suis un peu chez moi, chez toi. Exactement. Et habituellement, c'est toi qui interviews. C'est toi qui interviews, avec beaucoup de talent, je dois dire, et c'est presque intimidant d'être là, moi, à la place de toi. Alors, toi et moi, c'est parti pour 45 minutes, et on commence par ton portrait. Sixtine, tu es une référence de la scène médiatique en France et une des plus jeunes entrepreneurs. Tu démarres au lycée en échangeant sur l'actualité en petits groupes. Après le bac, tu commences tes études, mais ton énergie dépasse le cadre scolaire. Et comme Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Michael Dell, Richard Branson, Xavier Niel, tu quittes l'université avant la fin de ton diplôme pour te consacrer à ta passion, les médias et les débats. C'est ainsi qu'en 2020, tu as 19 ans et tu fondes avec ton frère Valran, Antonin et Jules Le Crayon qui commence comme une chaîne YouTube. Tu réunis des points de vue opposés autour de sujets de société pour parler à la génération 18-35 ans. Là où elle se trouve, et vous vous développez rapidement sur tous les réseaux, Insta, TikTok et LinkedIn. En quelques années, Le Crayon devient le cœur d'un groupe média et d'influence qui rassemble aujourd'hui le Crayon Média pour les débats, le Surligneur pour les relations de presse, le personal branding des dirigeants. Et en 2023, vous faites une levée de fonds et vous rachetez les Pépites de France, qui est le leader digital du tourisme et du patrimoine dans l'Hexagone. Tu défends l'idée que la prise de parole est devenue stratégique pour une direction générale, pour incarner son projet, pour asseoir sa légitimité sur un marché et pour embarquer ses équipes. Tu es une conférencière recherchée et tu interviens régulièrement sur les podiums des grands événements comme Vivatech, Big ou TEDx. Voilà, quel parcours extraordinaire. Quel beau portrait surtout. Bravo, bravo. Alors il y a 3 sujets que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui. Des sujets de leadership, les sujets du débat, la science du débat, parce que c'est vraiment ta marque de fabrique. Et puis, bien sûr, la stratégie d'influence, qui est le métier du surligneur, qui est l'activité qui connaît une très forte croissance chez Crayon Group. Alors tout d'abord, leadership, en 2025, tu signes le Paris Football Club. Ouais. Alors, ils viennent de gagner, j'ai vu que l'équipe féminine venait de gagner dans la Ligue des Champions contre le Benfica. Très belle victoire de 0. C'est une belle étape dans l'aventure du surligneur. C'est très différent d'accompagner un club de football ? Pas tellement. En soi, on travaille aussi avec beaucoup d'autres entreprises du secteur bancaire et même de l'assurance. Et en fait, c'est la même manière de faire, juste on n'active pas la même stratégie, donc pas les mêmes leaders d'opinion pour mettre en avant, par exemple, le Paris FC. Mais ça reste la même manière de faire. C'est de l'influence, donc c'est pour toucher notre génération. Donc ça reste avec les codes des réseaux sociaux. Et donc, ça reste... C'est pas, je vais pas dire c'est facile, ça prend beaucoup de temps humain à faire, mais quand on connaît très bien les réseaux sociaux, c'est même plutôt un plaisir de travailler pour des clients comme le Paris FC. Et gérer les stars que sont les joueurs, c'est pas trop difficile ? Alors non, on gère pas les stars. En tout cas, on ne gère pas ces footballeurs-là. On travaille avec Blaise Matuidi, donc d'autres sportifs, mais pas sur le Paris FC. Non, vraiment, on s'occupe vraiment de faire en sorte que le club gagne en notoriété, qu'il y ait de plus en plus de gens qui découvrent qu'il y a un autre club à Paris et qu'il n'y a pas que le PSG, et en plus de permettre de créer aussi une fanbase autour de cette évolution-là. Alors le leadership, aujourd'hui, vous êtes 4 cofondateurs, vous êtes tous les 4 très jeunes. Comment est-ce qu'on gère la gouvernance d'une entreprise à 4 ? Et notamment, vous avez 2 métiers chacun, parce que vous êtes tous les 4 des influenceurs d'opinion importants, et en plus, vous dirigez un groupe plurifonctionnel, avec plusieurs activités. Alors, c'est une très bonne question. Ça, je pense qu'il n'y a pas de règle absolue. Nous, on a appliqué une règle où chacun est dans sa zone. Et dès qu'il faut prendre une décision qui concerne la zone de quelqu'un, il suffit juste qu'une autre personne soit d'accord avec la personne pour qu'une décision soit prise. On n'est jamais à se dire il faut qu'on soit tout le temps tous les 4 d'accord, sinon on n'avance pas. Donc, je vais prendre un exemple tout bête. Le Surligneur, donc, qui est l'agence que dont je m'occupe au quotidien. Si je veux faire un gros changement, parce que si je veux faire des trucs rapides, j'ai pas besoin de demander l'avis de mes associés. Si je veux faire un gros changement de stratégie ou autre, il suffit que j'ai l'un des 3 autres d'accord avec moi pour que ça se fasse. J'ai pas besoin de mettre d'accord tout le monde. Et c'est une manière, on a fait ça comme ça pour se permettre d'avancer vite. Nous, on est très dans une logique de il faut avancer vite,
quitte à ce qu'on fasse des erreurs, etc. Mais au moins, on apprendra. Mais on veut pas aller lentement parce que nous, on se dit, plus tu vas vite, plus tu fais de choses, plus tu découvres de choses, plus tu sais là où tu deviens bon, et là où tu n'es vraiment pas bon. Donc, on essaie de vraiment mettre de la vitesse, ce qui n'est pas évident quand ton équipe grossit de plus en plus. Mais nous, qui a été notre vraie marque de fabrique, c'était vraiment de mettre de la vitesse. Alors, il y a un grand mystère sur ta personnalité. Tu décris comme quelqu'un d'hypersensible, d'hyper-empathique, qui a pu être un sujet en tant qu'adolescente, et tu es hyperactive. C'est un peu contradictoire, parce qu'hyper-empathique, on imagine quelqu'un qui est très à l'écoute, qui est plutôt dans la lenteur et dans le temps, alors que ton hyperactivité et la rapidité du développement du groupe Le Crayon le démontre, c'est plutôt l'inverse. Comment est-ce qu'on conjugue les deux ? En fait, les deux sont une énorme force. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont hypersensibles qui ne s'en rendent juste pas compte. Moi, je m'en suis rendu compte parce que la moindre petite chose me faisait pleurer très vite et me blessait vraiment très facilement. Et moi, par exemple, je regarde un film, un acteur dans le film qui va pleurer, je vais pleurer automatiquement. Donc, pendant des années, ça a été une vraie faiblesse parce que j'arrivais pas à gérer mes émotions. Mais aujourd'hui, dans le business, c'est ma plus grosse force parce que j'arrive très vite à comprendre les gens et à m'adapter à eux. C'est de l'intelligence sociale, en fait, qu'on soit clair. C'est-à-dire que dans des événements, pour créer du réseau, pour créer un lien avec quelqu'un, je vais y arriver très facilement et je vais aimer le faire parce que ça va être naturel chez moi. Là où, pour un autre de mes associés qui est beaucoup plus introverti, lui, ça va vraiment lui demander une énergie de dingue. Mais c'est pas décorrélé avec l'hyperactivité. L'hyperactivité, ça veut pas dire être excité constamment tout le temps. Il y a différents types d'hyperactivité. Et ça, je l'ai compris avec mon frère qui est aussi complètement hyperactif. Mais lui, il est constamment hyperactif. Enfin, vraiment au sens littéral du terme. Moi, j'ai des pics d'énergie. Mais je suis une fausse calme. C'est-à-dire que j'adore être tranquille, mais je reste complètement une hyperactive qui a même des problèmes d'attention parce que j'arrive pas à rester focus sur un seul même truc. Enfin, voilà. Mais les deux, moi, ont été des énormes forces dans ce que je fais. Mais du coup, je me suis orientée aussi intelligemment. C'est-à-dire que des tâches qui me demanderaient 4 heures dans ma journée, être focus derrière mon ordi, à faire des PowerPoint, je le fais pas parce que je suis incapable. Je suis pas incapable de le faire. Mais j'ai aucune envie de le faire. C'est pas du tout mon truc. Je vais devenir folle. C'est pas là où t'es ta force. Trop d'énergie. C'est pas là où sont ma force. Par contre, discuter avec des gens, moi je m'occupe beaucoup du commercial, essayer de comprendre si on peut les aider ou pas, leurs besoins, etc. Ça fait que tu enchaînes des petits slots de 30 minutes. Moi, ça, en termes de focus, c'est beaucoup plus facile pour moi et je suis bien meilleure là-dedans que des tâches ou de fond dans lesquelles mes associés seraient, je pense, meilleurs que moi dessus. En 4 ans, le Crayon Group est passé d'une aventure entre copains à maintenant une boîte établie, leader sur les marchés, notamment de l'influence corporate, notamment auprès des jeunes. Qu'est-ce qui a changé dans votre leadership, dans votre organisation ? Qu'est-ce que tu as appris pendant ces 4 années sur la direction d'une entreprise, la stratégie, l'organisation, l'interaction entre vous, entre les fondateurs ? Le truc qui a été la plus grosse leçon, c'est d'embaucher constamment des gens qui sont meilleurs que soi. Enfin, ça peut paraître bête, mais en fait, on a chacun son expertise. Il ne faut pas chercher à être bon partout, il faut chercher à être excellent dans son domaine. Et donc, il y a d'autres personnes qui vont être excellentes dans des domaines dans lesquels ce n'est pas forcément ta zone de génie à la base. Et ça a été le premier truc, de vouloir vraiment mettre au cœur le recrutement dans ce qu'on fait. On a fait énormément d'erreurs de recrutement et je pense comme toute personne qui monte une boîte, c'est extrêmement difficile parce qu'au début, tu ne sais juste pas comment recruter, puis après, tu commences à comprendre, puis après, il faut trier, etc. Bon, bref. Et puis forcément, quand tu es une jeune boîte, tu as plein d'avantages, mais tu as aussi plein d'inconvénients. Et donc, il faut aimer être dans une boîte qui peut croître vite et avoir beaucoup de liberté et d'indépendance. Sinon, effectivement, les grands groupes sont, je pense, beaucoup plus faits pour des profils comme ça. Mais après, c'est juste trouver sa zone où chacun se met dedans. Au début, on a tous touché à tout. Mais au bout d'un moment, il fallait quand même s'orienter intelligemment. On est très différents, donc on a chacun des forces qui sont hyper complémentaires. Et puis, on a des top bras droits qui sont ces personnes-là qui managent nos équipes et qui sont d'ailleurs là depuis très longtemps pour 2 d'entre elles, et qui sont géniales et qui en fait on construise aussi la boîte avec nous. Nous, on est pour construire avec une équipe. En fait, on vise vraiment sur le long terme. C'est pas notre boîte et les employés d'un côté, on est tous ensemble un collectif. Nous, on est très très collectif dans notre manière d'approcher les choses et donc on adore prendre les retours des gens avec lesquels on travaille pour faire évoluer différents pôles ou autres. Et c'est comme ça qu'on construit une vraie boîte en fait. Enfin, selon notre point de vue. Tu as un agenda qui déborde d'activités. Comment tu gères ta vie au quotidien ? Comment tu gardes ton équilibre pour maintenir ce niveau d'énergie en permanence ? Je pense que j'ai une vie beaucoup plus similaire à quelqu'un comme toi qu'à quelqu'un de mon âge, si je peux être très honnête. C'est-à-dire que je sors plus du tout. J'aime pas ça. J'aime pas boire l'alcool. Alors, j'aime pas boire l'alcool, ce que je pense pas. Enfin, je ne pense pas que ça doit être ton cas. Mais moi, ça m'aide du coup à ne plus sortir. Je suis fatiguée donc très vite. Donc le soir,
J'aime bien faire un petit dîner par week-end avec le même groupe d'amis que j'aime, mais sinon pas plus. Et en fait, je fais énormément de sport. Dès que j'ai du temps libre, je fais du sport, je dors ou je regarde des séries parce que ça me permet de m'échapper. En termes de charge mentale, ça m'échappe un peu de la réalité et ça me fait beaucoup de bien. Mais sinon, je prends pas beaucoup de temps pour prendre des vacances. Alors, j'essaye d'en faire de plus en plus. Je dis ça, mais en vrai, en 2025, j'en ai quand même pas mal prise, j'avoue. Mais j'adore travailler. Donc, en fait, quand je pars en vacances, je me sens pas bien. Donc, j'essaie de faire en sorte d'avoir le train de vie le plus sain et le plus cool possible pour pouvoir tenir le plus longtemps sans prendre des congés. Enfin, sans avoir physiquement besoin de prendre des congés. Ce qui fait que parfois, il y a totalement une matinée, je peux me réveiller à 10h sans problème et commencer à travailler plus tard. Mais le soir, je sais que je terminerai plus tard. Enfin, en fait, aussi comprendre que les horaires, comme tout le monde, de 9h, 18h, ou je sais pas, enfin, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont bien plus performants le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir. Et donc, moi, en fonction de mes performances de la semaine ou de ce que je dois faire en priorité, il y a plein de jours où je ne travaille pas le matin, mais je travaille le soir. Et donc ça me permet de tenir longtemps et d'avoir une vie un peu de nonne de 45 ans, 50 ans, pour être très honnête. Alors, j'aime bien entendre ce discours parce qu'on entend pas mal d'entrepreneurs qui disent « mais finalement, moi, j'ai un équilibre parfait » et il y a un bouquin de Tim Ferriss que tu connais peut-être, La semaine des 4 heures, qui est probablement le bouquin qui a fait le plus de mal à la French Tech en France parce que ça a créé une génération d'entrepreneurs rentiers. Et je ne pense pas qu'on puisse être un entrepreneur à succès. Et j'ai accompagné une quinzaine d'entreprises dans lesquelles soit j'ai investi, soit que je coach parallèlement. Et il n'y a aucune belle entreprise, belle success story qui est menée par des entrepreneurs qui avaient cet état d'esprit de « je construis quelque chose et puis au bout de 2 ans, 3 ans, j'aurai une rente qui reviendra ». Il y a toujours cette énergie, ce feu intérieur qui est là et qu'on sent dans ta belle énergie. Dans une aventure entrepreneuriale, au début, il y a souvent un deal qui assoit la crédibilité de la boîte, qui permet de se positionner sur un marché, en général avec une grande marque. Quel a été le premier beau deal, le premier beau client du surligneur ou de Crayon Group ? Le premier, c'était un partenariat avec YouTube. On avait reçu une petite subvention de YouTube à l'époque, mais on était le seul média avec Street Press et Hugo Décrypte à le recevoir, alors qu'on n'existait vraiment pas depuis très longtemps. Ce qui nous a d'ailleurs énormément aidé financièrement, parce que évidemment au début, on n'avait que nos propres fonds à nous, donc c'était vraiment pas énorme. Et donc ça nous a permis d'embaucher nos premiers employés en attendant d'avoir des premiers clients, parce qu'au début, le média existe depuis bien plus longtemps que nos activités d'agence. Donc évidemment, un média n'est rentable que quand il a une grosse communauté, et au début, forcément, tu n'as pas beaucoup de communauté. Et ça nous a vraiment permis de nous donner une grosse crédibilité à la fois on appelle ça les YouTube Games, donc auprès de toutes les autres chaînes YouTube, parce que si YouTube te met vraiment en avant comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et puis après, plus facilement pour travailler avec des grands comptes comme la BNP ou autre. La BNP est l'un de nos clients historiques, on travaille énormément avec eux. On les a énormément accompagnés sur toute la créateur économie, donc le monde de l'influence, leur fait rencontrer énormément de leaders d'opinion. Ça fait des années qu'on bosse avec eux. Et aujourd'hui, ils bossent en plus aussi avec plein d'autres amis créateurs qu'on leur a présentés. Donc je trouve ça génial, tous les ponts qui existent. Nous, on adore mélanger des univers qui ne se ressemblent pas, mais pour créer encore plus de choses incroyables. Et c'est vrai que je pense que la BNP est l'un de nos plus gros premiers clients. Et ça nous avait été très très utile évidemment à l'époque on était ravis qu'ils nous fassent confiance, mais évidemment on leur a bien rendu. Alors maintenant j'aimerais qu'on parle, après avoir parlé de leadership et un peu de l'histoire du Crayon, qu'on parle de la science du débat, parce que c'est vraiment une marque de fabrique du Crayon. Qu'est-ce que tous les débats que tu as animés, que tu as menés, que tu suscites sur le média le Crayon, t'as appris sur la façon dont les gens gèrent la contradiction? J'ai réalisé que tu ne peux pas faire un vrai débat sans traiter un sujet de fond. Parce que le problème de la télévision, et je critique pas du tout, par exemple, ce que fait Cyril Hanouna, parce qu'on peut lui reprocher ce qu'on veut, c'est quand même brillant ce qu'il a réussi à faire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage. Il laisse très très peu de temps de parole, mais ce qui est normal, c'est une émission de télévision où il y a énormément de gens à faire participer, donc les gens n'ont pas le temps de débattre. Mais du coup, c'est du débat plus du débat de buzz qu'autre chose, c'est-à-dire tu balances une petite phrase, il n'y a pas du tout de profondeur, n'importe qui pourrait la balancer, donc il n'y a pas besoin de prendre de vrais experts sur le sujet, et juste pour être clivant. C'est super, ça divertit les gens, et c'est très bien d'avoir une émission comme ça. Nous, on essaie d'avoir une émission qui ressemble beaucoup plus à l'art du débat qu'avait Frédéric Tadei sur ses émissions à l'époque. C'est pas du tout ma génération, c'est plus la tienne, mais c'est vrai qu'on a réalisé, une fois qu'on avait lancé le Crayon, que la personne qui nous ressemblait, à qui on ressemblait le plus, plutôt, parce que c'est quand même dans ce sens-là, c'était Frédéric Tadei. Il faisait intervenir des gens de
différents horizons, qui n'avaient pas les mêmes bords politiques, qui n'avaient pas les mêmes métiers, etc. Et ils les faisaient débattre sur des sujets. Et c'était comme ça. Et après, il y avait un peu Thierry Ardisson aussi à l'ancienne, mais bon, voilà. Et c'est là où on s'est dit, mais en fait, pour nous, le débat, pour qu'un débat soit utile, pertinent et qu'on puisse sincèrement apprendre des choses, il faut pouvoir traiter un sujet déjà qui n'est pas lié à l'actualité au sens littéral du terme, parce que sinon, au bout d'une semaine, en fait, tout le monde s'en fiche. Donc, un sujet de fond, que tu regardes maintenant dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 2 ans, c'est toujours intéressant de le regarder. Tu prends des experts sur le sujet, c'est-à-dire des gens qui s'y connaissent vraiment bien, mais qui ne sont pas non plus trop ennuyeux. Donc, ça, il faut aussi trouver les bons profils, ce qui n'est pas évident. Et après, le sujet de fond, tu essaies de mettre des règles, c'est-à-dire les gens ont des certains temps de parole, il y a des cartons. Nous, typiquement, si quelqu'un coupe la parole de l'autre, il a un carton. Si quelqu'un balance une info, mais qui n'est pas sourcée, typiquement, oui, non, mais il y a X nombre de femmes en France, je sais pas quoi, mais tu ne dis pas d'où ça vient, tu te prends un carton aussi. Donc, on a mis des règles pour gamifier, évidemment, le débat, parce que c'est aussi les codes de YouTube en termes de travail éditorial, ce qui est hyper important. Mais on a vraiment compris que le débat, si tu mets des gens qui sont sincèrement opposés sur un sujet, c'est-à-dire c'est même pas juste on n'est pas d'accord ou je suis d'accord, c'est je déteste le sujet ou à l'inverse j'en suis complètement fan, c'est limite comme s'il y avait même un peu d'amour, haine émotionnelle avec un sujet, à quel point les gens sont écoutés, suivis pour ça et l'expliquent bien sans être trop ennuyeux, donc c'est à quel point ils arrivent à bien le vulgariser auprès d'un grand public ou non, parce que plus les gens vont être niches, moins ils vont parler à des gens, ce qui est souvent le problème des experts sur les plateaux de télévision, c'est pour ça qu'ils sont souvent moins écoutés que beaucoup de politiques, alors qu'ils ont souvent plus raison qu'eux. Et après, on les met à table et puis on discute, en fait. Et on les laisse échanger. Et parfois, même à ce qu'il y ait des gros blancs. Et c'est ça qui est génial. Mais avec, évidemment, les règles du respect du débat, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit de se crier dessus, ils n'ont pas le droit de se couper la parole. Ils doivent rester dans un énorme respect, sinon ils se prennent des cartons. Et alors, est-ce qu'un chef d'entreprise pourrait s'inspirer de ces techniques, parce que c'est vraiment des techniques, c'est une science, le débat que vous avez développé, pour créer une meilleure communication, un meilleur engagement de ses équipes autour d'une réflexion stratégique? Bien sûr, mais en fait pour moi n'importe qui, même pas forcément un chef d'entreprise, mais n'importe qui devrait prendre ces règles-là du débat parce que c'est les règles de la rhétorique. Enfin, c'est lié à la règle de la rhétorique, à la règle de la vulgarisation et à la règle de l'écoute. Alors ça veut tout et rien dire ce que je dis, mais ça mélange les trois, c'est-à-dire il faut à la fois être capable de bien écouter, rebondir au bon moment, d'ailleurs ce que les politiques font très bien, et d'être suffisamment grand public dans les mots que tu utilises pour que tout le monde puisse comprendre ce que tu dis. Et je vais prendre l'exemple de Trump, qu'on le déteste ou qu'on le déteste pas, qu'il soit clivant, extrême, c'est pas le sujet. Ce que je veux juste dire avec Trump, c'est il a réussi principalement à être élu président de la République parce que le gars au fin fond du Texas de 18 ans pouvait comprendre ce que Trump disait. Et c'est pas plus bête que ça, c'est-à-dire que oui, l'élite américaine le prenait pour un gros débile parce qu'il parlait de manière hyper simple, mais en fait, c'est pas l'élite qui décide qui va être président du pays, et c'est pareil pour la France, c'est en fait les gens qui votent. Et les gens qui votent, représentent la majorité, ce n'est pas l'élite américaine. Et il a compris qu'en utilisant des mots hyper simples, qui parlaient aux gens, et que dans les débats, il n'avait pas besoin d'être plus compliqué que ça allait marcher et ça allait plaire aux gens. Et en fait, pour moi, n'importe quel chef d'entreprise, s'il veut toucher... Après, ça dépend de son objectif. Il y en a qui veulent juste rester dans leur niche, il y en a qui veulent être très grand public, il y en a qui veulent juste être vraiment B2B. Ça dépend aussi de l'objectif. Mais posez-vous la question de comment vous voulez que votre cible vous perçoive. C'est-à-dire, est-ce que vous cherchez à être perçu comme un expert, comme quelqu'un plutôt qui vulgarise les sujets, comme une grande gueule qui tape sur des sujets mais qui a un vrai avis tranché, ou comme quelqu'un qui a plutôt pour but de rassembler et de réunir autour de soi? Ce qui sont d'ailleurs les 4 différentes stratégies du personal branding nous, on a un tout petit peu théorisé. C'est un petit peu prétentieux de dire ça, mais on a réalisé que personne n'avait jamais vraiment théorisé avant. Donc nous, quand on accompagne par exemple nos clients, on réfléchit stratégiquement sur ces 4 piliers-là. Et ça permet à la personne, déjà ça paraît évident à la personne quand tu lui expliques, ça nous permet, nous, beaucoup plus facilement de faire des stratégies, des idées de sujets autour de ça. Et donc, dans sa façon de prendre la parole en public, c'est bien plus cohérent parce que c'est pas tiens, j'ai une idée de sujet, je suis un peu en roue libre et d'un coup, je vais pousser un coup de gueule sur un sujet. Et puis la semaine d'après, je vais vulgariser un autre sujet. Et puis la semaine d'après, je vais apprendre sincèrement des choses aux gens sur mathématiques. Et en fait, au bout d'un moment, tu mélanges tout. Et donc, les gens ne te suivent plus pour les mêmes raisons, ne te suivent pas pour les bonnes raisons. Et donc, tu perds l'intérêt d'avoir une communauté au bout d'un moment. Alors, dans l'art du débat, il y a aussi l'art de la contradiction. Quel conseil on peut donner à un chef d'entreprise qui se prend lors d'un COMEX, tu vois, un gros choc frontal avec quelqu'un qui le contredit? Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil? Déjà, c'est de rester hyper calme. La forme est beaucoup plus importante que le fond. Et en tout cas, moi, c'est mon avis. C'est-à-dire, on reprochera toujours à quelqu'un de dire des choses
on reprochera toujours à quelqu'un de dire des choses qui sont pas forcément choquantes, mais avec un ton de dingue et être beaucoup trop excité, que quelqu'un qui va te dire des choses lunaires, mais avec un ton hyper calme. Et le meilleur exemple de ça, alors c'est pas du tout un chef d'entreprise, mais c'est Juan Branco. Je l'ai interviewé plusieurs fois. Et il est hyper extrême dans ses idées, on est bien d'accord, et moi très très aux antipodes des miennes, mais c'est quand même hyper intéressant d'échanger avec lui justement pour ça. Il t'explique de manière hyper calme des choses complètement lunaires. Mais c'est hyper fort parce que le contredire devient plus difficile, parce qu'il se rend même sympathique en te le disant, il en rigole même un peu parfois aussi. Et donc, pour le contredire, c'est beaucoup plus facile pour lui de jouer avec les mots et de jouer aussi en termes de forme, dans sa posture, dans son sourire, dans son regard, sa manière de faire, parce qu'il a un ton hyper calme et hyper posé. Alors que beaucoup de politiques qui font d'ailleurs des erreurs, mais aussi des chefs d'entreprise, c'est quand ils s'excitent en public, alors que ce qu'ils disent n'est pas forcément dingue et forcément dangereux, mais comme ils vont s'exciter, la forme est très facilement attaquable. Là où le fond, pas du tout. Et donc, un chef d'entreprise, après, ça dépend vraiment du sujet, parce qu'en comex, ça peut être vraiment des sujets hyper complexes ou autres, mais de rester hyper calme et même de laisser un temps de silence, de vraiment montrer que t'es posé, t'es calme et t'es réfléchi. Qu'importe ce que tu vas dire après, les gens vont l'interpréter d'une bien meilleure façon que si tu réagis à chaud en t'excitant et en parlant très fort. Et donc ça, c'est des règles très basiques, mais c'est des règles que les gens déjà n'appliquent pas du tout, alors que c'est des règles hyper faciles à appliquer. Parce qu'on n'y pense pas forcément. Et parce qu'on n'y pense pas et que par réaction et par partie, enfin via nos passion. côtés, par passion, par l'aspect émotionnel, on surréagit. Et j'ai un frère d'ailleurs qui est comme ça, hein, mais en fait, souvent, c'est pas la meilleure manière de faire. Troisième sujet, énorme expertise du surligneur, la stratégie d'influence. J'aimerais qu'on rentre un peu dans la technique du sujet. Déjà, vous avez une cible qui est les 18-35 ans avec ce média Le Crayon. Comment est-ce qu'on adapte sa stratégie d'influence quand on veut cibler cette génération ? Alors aujourd'hui, il existe des gens qui ont des abonnés qui s'appellent des leaders d'opinion. Et en fait, je vais expliquer. Comme toi. Alors, à moitié, c'est-à-dire justement, c'est là que c'est intéressant. Il y a 3 typologies de profils quand on a des abonnés sur les réseaux sociaux. Et qu'importe le nombre d'abonnés, mais quand on représente une certaine communauté. Il y a les influenceurs. Il y a les créateurs de contenu et il y a les leaders d'opinion. Les leaders d'opinion, on les suit pour les messages de société qu'ils portent. Typiquement, sur LinkedIn, j'avoue, j'ai un profil plus de leaduse d'opinion. Sur l'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat, le personal branding, etc. Mais sur Instagram, j'ai un profil de créatrice de contenu. C'est aussi pour ça que c'est pas du tout la même manière. Les créateurs de contenu, on les suit pour la qualité du contenu qu'ils t'apportent. Que ça soit divertissement, que tu apprennes des choses ou autres. Et les influenceurs, tu les suis pour leur propre personne. Généralement pour leur lifestyle, vraiment, tu as envie de suivre eux leur propre vie. Et en soi, ils t'apportent jamais vraiment aucun contenu utile ou autre. C'est très tourné autour d'eux, mais typiquement les stars, les gens de télé-réalité, voilà, c'est typiquement sur le profil. Ceux qui sont le plus pertinents généralement pour mettre en avant un message auprès d'une communauté qui est hyper spécifique, mais quand tu as pour but de vraiment vendre un produit, faire réassurer ton entreprise ou la faire exister tout simplement quand tu es en hyper-croissance, les leaders d'opinion et les créateurs de contenu et les influenceurs peuvent être très, très utiles des 3, mais tu ne vas pas forcément activer les mêmes typologies de profils et les mêmes messages en fonction, en tout cas, en fonction des messages que tu vas choisir, qui peuvent être différents en fonction des temporalités avec un client avec lequel tu travailles. Tu peux activer différents types de profils. Parfois, ça peut être que des leaders d'opinion, qui sont, moi, généralement, les profils que j'apprécie le plus et avec lesquels travailler parce que leur communauté est hyper engagée, hyper suivie. Ils ont une très bonne image et généralement, ça marche très bien avec les entreprises. Mais parfois, quand c'est n'importe quoi, mais un business qui va être très B2C, qui a pour but de vraiment toucher une nouvelle cible, les créateurs de contenu sont aussi très bien parce que quand c'est dans la bonne niche, bah, ça a aussi un taux, par exemple, de vente ou autre qui est bien supérieur. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que quand on dit influenceur ou créateur de contenu ou leader d'opinion, à différencier, c'est hyper important parce que c'est vraiment comme si, dans la communication, vous partiez du principe que le SEO, le personal branding et la com d'influence, c'était la même chose. Alors, les 3 font de la com, mais pas du tout pour la même cible et pas du tout de la même manière. Et c'est aussi la même chose sur les réseaux sociaux. C'est une nouvelle manière de faire de la communication, mais c'est important de le comprendre. Et beaucoup d'entreprises, pour moi aujourd'hui, toutes les entreprises devraient faire de l'influence, pas forcément pour les mêmes raisons, pas forcément sur les mêmes échelles. Nous, on travaille par exemple avec Boursorama, c'est notre plus gros client, jusqu'à activer Squeezie, qui est la personne la plus suivie sur les réseaux sociaux de notre génération pour le JP Explorer. Mais on a comme d'autres clients qui sont beaucoup plus petits, pour qui on va juste faire des campagnes d'influence qui vont être plus petites, mieux ciblées, avec moins de créateurs, et c'est pas les mêmes budgets. Mais parce que l'objectif n'est pas le même. Et en fait, nous, on a compris qu'on avait 3 différents types de clients. Il y a les clients qui ont peur d'être remplacés
par le numéro 2 ou le numéro 3, mais qui sont déjà premiers dans un secteur. Il y a les clients qui sont en hyper-croissance, donc en fait, on appelle ça les nouveaux leaders, comme tu peux avoir des Trade Republic, des Finari, par exemple, dans la finance, qui sont tellement en hyper-croissance qu'ils peuvent un jour concurrencer les plus grands. Et le dernier, c'est les grosses boîtes qui existent depuis très longtemps, mais qui ont été oubliées. Et il y en a plein. Je ne vais pas les citer parce que je n'ai pas envie, au cas où que les gens le prennent mal, mais nous, dans notre tête, il y en a plein où, en fait, tu exposes ce qu'ils font, tu rappelles leur nom, les gens sont en mode « Ah oui, mais je crois savoir ce que c'est ». Mais en fait, tu ne penserais jamais à eux s'il n'y avait pas de communication ciblée, parce qu'avec les nouveaux codes de comment on fonctionne, on ne pense plus à eux. Ils ne sont pas en notoriété spontanée. Quoi. Exactement. Et pour les trois, ce n'est pas la même manière de faire de l'influence. Et pourtant, ça peut répondre à tous leurs besoins à chaque fois. Dans le marketing d'influence, la data est très importante. Il y a de plus en plus d'outils qui existent. Comment est-ce que vous gérez ces outils ? Comment est-ce que vous gérez la data ? Quel est le rôle du surligneur par rapport à cet écosystème de plateformes qui existent, qu'on voit apparaître sur le marché ? Alors, il n'y a pas besoin d'énormément d'outils, parce que d'ailleurs, la majorité des outils que les agences utilisent, c'est pour cibler les bons créateurs de contenu à activer sur des campagnes. Mais comme nous, on est aussi créateurs de contenu, on connaît extrêmement bien tous les créateurs avec lesquels on travaille, donc on n'a pas besoin d'outils qui d'ailleurs parfois ne sont pas très bien faits, parce qu'ils sont plus faits en fonction du reach, donc du nombre de vues et de likes que la personne fait. Mais en fait, ça ne veut rien dire, parce que quelqu'un qui est dans une petite niche, mais qui cible une cible hyper spécifique, fera moins de vues, moins de likes que d'autres, mais pourtant sera beaucoup plus pertinente pour un client. Donc, parfois, il faut faire attention aussi à des logiciels qui sont parfois mal faits, aussi, ou quelqu'un qui va publier 3 fois par jour, donc au bout d'une semaine, va faire n'importe quoi, 1 million de vues. Quelqu'un qui va publier que 2 fois et avec ces 2 posts va faire 1 million de vues. Celui qui aura publié tous les jours va être au même niveau que l'autre, alors que du coup, forcément, ils ont une audience qui n'est pas du tout la même. Parce que celui qui publie que 2 fois mais qui fait 1 million de vues et l'autre 15 000 fois, ça ne vaut pas la même chose. Parfois, il y a aussi les plateformes le calculent mal, ça aussi, on l'a remarqué. Donc, nous, on a cette chance d'être créateur, donc forcément, on connaît très très bien la créateur économie et la majorité sont des amis. Puis on fait beaucoup d'événements aussi avec des clients autour d'eux pour les présenter, etc. Et on va dire mélanger ces univers-là. Mais après, il y a des outils donc, qui existent comme celui-ci. Il y a des outils comme Favicon qui permettent de trouver quels sont les bons créateurs à activer. Mais encore une fois, je trouve que les algorithmes, parfois, ne sont pas très bien faits. Et ça dépend pourquoi il faut l'utiliser. Et voilà. Il y a des outils comme Metricool qui peuvent être utiles pour cibler le nombre de statistiques exactes que va faire une publication ou autre. Mais je pars du principe que généralement, tu n'as pas généralement besoin de beaucoup d'outils. C'est-à-dire que toi, si en interne, tu as, mettons, Notion, Excel, et que tu as tes propres logiciels où tu regroupes tes informations, tu n'as pas besoin d'avoir un outil qui le fait à ta place quand tu... En fait, parce que tu connais bien ton marché. Et oui, parce qu'en fait, une fois que tu as visé les bons créateurs de contenu et qu'après, c'est eux qui t'envoient leurs stats de publication, tu regroupes tout dans un bon document, dans un PowerPoint ou autre. Le client, il n'a pas besoin d'autre chose, en fait. Parce que si tu te rends le truc trop compliqué avec 15 000 logiciels, ça va en plus emmerder les gens qu'autre chose, en soi. Dans les dirigeants que tu accompagnes, qu'est-ce qu'ils craignent le plus ? Perdre la face ou perdre le contrôle ? Ils ont plus... c'est une bonne question. Ils ont plus peur de perdre la face. Les deux, j'ai envie de dire les deux. Les deux, mais surtout de perdre la face. On va dire les grands groupes, c'est le contrôle, pour être très honnête. Et du coup, ils te font parler à 15 000 interlocuteurs différents qui ne sont d'ailleurs pas hyper utiles pour faire valider un mini-truc qui ne sert à rien également. Qui est le seul problème, justement, des grands groupes. Mais c'est normal, c'est leur code... Et je comprends, et parfois ils ont raison de le faire, mais donc forcément, tu vas moins vite. Et donc moi, dans ma logique très impatiente des choses, c'est moins mon truc, mais c'est pour ça que je m'en occupe pas d'ailleurs. J'ai des gens en interne bien meilleurs que moi pour le faire. Et après, tu as souvent beaucoup d'entrepreneurs, c'est plus perdre la face. Ils sont ravis de déléguer le contrôle parce qu'ils ont compris que chacun doit être dans ses forces. Mais ils ont plus peur que, je sais pas... de se mettre à risque. Quoi. Se mettre à risque, alors qu'en fait, il n'y a jamais aucun risque qui arrive, alors encore moins sur LinkedIn. Donc voilà, et que souvent les bad buzz, ça arrive très rarement à toi, ça arrive très souvent aux autres. Il faut vraiment dire un truc de dingue pour avoir un bad buzz aujourd'hui, parce que tout le monde dit des trucs de dingue, donc pour que les gens le relèvent vraiment, tu vois ce que je veux dire. On va dire que ça dépend plus de la typologie, mais c'est toujours au moins l'un ou l'autre. Alors pour les dirigeants qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il faut aller vers le personal branding, et puis peut-être nous repositionner les 4 leviers du personal branding ? Pourquoi pour moi c'est hyper pertinent. Aujourd'hui, pour communiquer auprès d'une cible spécifique, pour communiquer auprès de notre génération, mais même pas que, si tu n'es pas exposé sur les réseaux sociaux, tout simplement, les gens t'oublient. Mais c'est pas forcément les réseaux sociaux, ça peut être un personal branding dans les médias, ça peut être en créant ton propre business club, en tout cas, ça doit être auprès d'une communauté, qu'importe la façon. Mais le truc que les gens oublient, c'est que tu as beaucoup plus à perdre à ne pas le faire qu'à le faire. Parce que si tu es exposé,
C'est très simple, les gens pensent à toi quand il y a un besoin. Te recommandent quand il y a un besoin. Et tu deviens un peu monsieur ou madame quelque chose dans un secteur en fonction de leurs besoins. Et donc, ça crée une puissance de frappe qui est monstrueuse et tu deviens un aimant à opportunité parce que les gens pensent à toi. Parce que grâce au contenu que tu publies, ça fait en sorte que psychologiquement, au bout d'un moment, les gens, même s'ils ne retiennent pas beaucoup de choses sur toi, ils te mettent dans une case et ça va devenir automatique au bout d'un moment dans leur cerveau quand il y aura un besoin. Et c'est pour ça que c'est pour moi hyper impertinent de publier sur les réseaux sociaux, et donc même principalement LinkedIn quand c'est pour des chefs d'entreprise, parce que moi j'ai même des clients qui vendent des balances de pesage, qui travaillent dans des métiers mais pas du tout sexy, et même des clients comme ça a été hyper utile pour eux de se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des opportunités indirectes de business, donc c'est sûr que forcément quand tu vends des balances de pesage, pas le meilleur, enfin tu peux trouver des clients sur LinkedIn mais c'est pas la priorité. Par contre, là, il y aura un grand film qui va sortir au cinéma, qui se passe dans une usine, et c'est ces balances qui sont mises en avant, et même lui, il joue dans une minuscule scène. Il a rencontré le chef cuisinier de l'Élysée. En fait, des trucs de dingue que tu vis, et aujourd'hui, quand on va dans des événements ensemble, les gens le reconnaissent. Il a même fait la couverture d'un magazine un peu business, et alors que le mec, à la base, il vend des balances. Et ça lui a vraiment changé sa vie là, de ces derniers mois, dernières années, dans le très bon sens du terme, parce que ça t'apporte un nombre d'opportunités de dingue, parce que les gens pensent à toi. Et donc, ne pas le faire, parce qu'en fait, quand les gens ne le font pas parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont l'impression que tout le monde va être obsédé sur le moindre contenu qu'ils vont poster. Je vous apprends un truc de dingue, je dis ça en rigolant, les gens sont hyper égocentriques. Tout le monde le sait, mais les gens l'oublient. C'est-à-dire qu'un contenu que tu postes, la majorité des gens ne vont pas le lire, et ceux qui vont le lire l'auront oublié 5 minutes après. Ce qui fait que les gens vont se rappeler de toi, c'est parce que les gens t'auront vu pendant plusieurs semaines et plusieurs mois en train de parler de la même thématique. Mais les gens ne vont jamais retenir le moindre contenu que tu publies, donc il ne faut pas chercher à être maniaque, à avoir peur de publier. Les gens ne t'attendent pas. Les gens ne t'attendent pas. Et ça, c'est difficile à l'accepter, mais c'est de la réalité. Mais ce qui crée du coup une énorme opportunité pour se développer exactement comme on le souhaite. Donc, il faut être présent. Donc, il faut être présent pour moi. Et quel levier on peut utiliser pour être présent ? Il y a les 3 réseaux sociaux, principaux, c'est-à-dire... parce que TikTok et Instagram, je les mets ensemble, mais donc tu as YouTube, TikTok, Instagram et LinkedIn. Mais en fonction de la cible et de ton objectif, ce ne sont pas les mêmes réseaux sociaux qu'il faut utiliser. Moi, je recommande quand même très souvent LinkedIn pour un chef d'entreprise parce que la majorité du temps, ça reste quand même beaucoup plus utile qu'Instagram ou TikTok. Parce que si tu as une cible qui est très B2C, et donc Instagram et TikTok pourraient justifier d'aller dessus, autant faire de la relation presse. Avec en plus du LinkedIn. Donc, c'est des stratégies que moi, j'estime plus pertinentes, mais ça marche très bien aussi. Parce qu'en fait, le panier moyen des gens est bien supérieur sur LinkedIn que sur Instagram et TikTok. Donc, quand tu vas pour des raisons de business, c'est beaucoup plus pertinent. Et après, tu as la RP, évidemment, la relation presse qui est très utile, mais il faut faire attention de ne pas l'idéaliser. Moi, j'ai beaucoup de clients qui idéalisent la relation presse, mais c'est pas fait pour tout le monde. Moi, je refuse 2 clients sur 3 en relation presse, parce que quand c'est pas utile de le faire, je vais juste pas vouloir te faire en faire, en fait. C'est juste logique. Et après, et c'est là que ce soit dans les podcasts, sur les réseaux sociaux ou autres, il existe donc 4 types de personal branding. Nous, on a codé en interne un test de personnalité, de personal branding. Je te l'enverrai, il est très marrant. On l'a pas encore sorti publiquement. Qui est complètement gratuit, qui a vraiment plus pour but d'aider les gens plus qu'autre chose, et aussi évidemment de faire de la communication. On reste quand même une boîte de com, qui explique qu'il y a 4 typologies de personal branding qui existent. C'est-à-dire que tu peux en mélanger 2 en même temps, mais les profils qui mélangent les 4 en même temps sont souvent ceux où on ne comprend pas bien ce qu'ils mettent en avant. Okay. Et donc les 4 types, c'est les profils experts, les profils grande gueule, les profils leaders de communauté et les profils explorateurs. Le profil grande gueule, c'est celui qui va taper sur un sujet pour faire émerger un autre. C'est quelqu'un qui va se construire en opposition contre quelque chose d'autre. Le meilleur exemple de ça dans l'entrepreneuriat de notre génération, c'est Anthony Bourbon. Lui, Anthony Bourbon, il est majeur grande gueule, mineur leader de communauté, parce que le but de lui, c'est de taper sur des sujets pour exister, et après, c'est de fédérer une communauté autour de ce qu'il fait. L'expert, moi typiquement j'ai une majeure experte. L'expert, c'est celui qui va te mettre en avant des sujets hyper spécifiques sur une thématique. Donc ça va pas intéresser tout le monde. Par contre, quand tu lis le contenu en question, tu vas sincèrement apprendre quelque chose dessus. Ça, c'est l'expert. Le vulgarisateur, c'est celui qui va te mettre en avant un sujet, mais sans se positionner comme un expert ou comme un monsieur je sais tout. Que l'expert peut souvent avoir, ce qui peut être énervant, mais qui est quand même pertinent à avoir. Le vulgarisateur, c'est celui qui va utiliser beaucoup des mots du style « j'ai remarqué que »,« j'ai constaté que », en lisant dans les médias, j'ai réalisé que, en travaillant avec tel client, nanana. Ce qui permet d'avoir une approche hyper humble des choses, hyper vulgarisatrice, qui touche un maximum de gens. Donc tu es moins dans une niche spécifique, mais pour toucher plein de monde, c'est super. Et le dernier, c'est le leader de communauté, c'est celui qui doit être le plus
engager avec sa communauté, se mettre en avant de manière émotionnelle, avec beaucoup de storytelling, mettre en avant d'autres gens autour de soi, répondre aux commentaires, répondre aux messages, passer du temps à travers sa communauté, parce que le but, c'est qu'au bout d'un moment, les gens te suivent, limite plus pour toi que pour le contenu que tu apportes. Et l'idée, c'est d'en mélanger deux en même temps. Moi, j'ai une majeure experte, une mineure leader de communauté. Anthony Bourbon, il a une majeure grande gueule, une mineure leader de communauté. Et en fait, tous les gros profils qui émergent dessus, mais on les a tous mis en exemple dans notre thèse de personnalité de personal branding, ils ont tous en fait ils ont une majeure et une mineure. Et quand on comprend bien ça, et quand on fait le test, il y a 25 questions, c'est hyper rapide, et à la fin, ça te dit le résultat, tu sais comment orienter ta stratégie. Et donc, nous, quand on accompagne les gens, c'est l'un des premiers trucs qu'on fait faire, c'est le test, en plus du call onboarding. Et donc, après, c'est hyper logique, et que évidemment que ça va marcher au bout d'un moment, la stratégie qu'on fait, et du coup, le truc, parce que c'est pas, tiens, j'ai une idée, en roue libre, je la fais. C'est-à-dire que oui, toutes les idées et toutes les thématiques peuvent être traitées en fonction de ces 4 personal branding, mais l'approche et la manière de les traiter vont être différentes. Est-ce qu'un chef d'entreprise peut encore rester neutre ? On a l'impression qu'ils ont besoin de se positionner, et vous avez cette approche assez remarquable, c'est-à-dire que vous êtes chacun, tous les 4, des leaders d'opinion, avec plutôt le côté expert, et vous animez ce débat du crayon qui, lui, est plutôt neutre et favorise au contraire le débat. Et on imagine qu'un chef d'entreprise, il doit gérer les deux choses à la fois, c'est-à-dire favoriser les débats au sein de son entreprise pour avoir une culture du co-développement, de l'innovation collaborative. Et puis honnêtement, parallèlement, ça doit être un leader qui doit se positionner vis-à-vis du grand public, vis-à-vis de son audience, de son écosystème. Comment est-ce qu'on marie les deux ? Je pense que ils sont assez décorrélés. C'est-à-dire que nous, le média, on sait que quand on interviewe quelqu'un ou quand on a un débat, notre avis ne compte pas du tout. Et donc, il faut réussir à faire abstraction de ce qu'on pense. C'est-à-dire, quand on traite un sujet et quand on pose des questions, pas le faire en fonction de soi. Mais ça peut être très difficile au début. Donc, ce qu'on a fait, nous, au début, par exemple, pendant longtemps, dès qu'on recevait quelqu'un qui était à l'extrême de nos idées, on choisissait dans les 4 fondateurs qui était celui qui était le plus à l'extrême de la personne. Comme ça, on était sûr qu'il n'y aurait pas de copain-copain. Comme ça, on était sûr de pouvoir vraiment bien rentrer dans la personne. C'est pas pour rien que j'ai fait Juan Branco. Et c'est pas pour rien que j'ai un de mes associés qui avait interviewé un des représentants de l'UDR à l'époque, qui s'appelait Guillaume Carayon, parce que lui est plutôt hyper à gauche. Et donc, en fait, évidemment, on va aussi jouer intelligemment là-dessus pour réussir de rester un maximum neutre, le plus neutre possible. Mais après, ce qu'on pense, évidemment, on a tous nos idées, on a tous nos bords politiques. Moi, j'ai aucun problème à parler d'entrepreneuriat et à parler de ce que je pense de l'entrepreneuriat en France, du pays, et même de ce qui se passe économiquement aujourd'hui. C'est pas trop clivant. Un peu, mais ça va. Oui. Mais c'est pas pour autant que je vais prendre des positions hyper politiques. Je vais rester dans ma zone d'entrepreneuse, de parler de sujets qui ne me concernent pas, j'en parlerai pas, de donner mon avis sur des sujets qui ne me concernent pas, j'en parlerai pas. Tout ce qui concerne la sécurité, l'immigration, etc., bien sûr que j'ai mes idées dessus, même l'écologie ou autre, mais ce n'est pas mon expertise, donc ce n'est pas à moi d'en parler sur mes réseaux. Et donc, chacun doit garder... En fait, pour moi, les gens doivent garder leur place. Et comme ça n'aurait aucun intérêt que je le fasse, j'ai même plus à perdre qu'à y gagner de donner une position sur un de ces sujets, j'en parle pas. En fait, quand tu prends une position, il faut que tu te dises à quoi ça va te servir. Si tu le fais juste pour exister, ça sert à rien, qu'on soit clair. Ou alors, tu acceptes de pouvoir te prendre plein de gens qui vont pas t'apprécier, comme beaucoup de gens qui vont t'apprécier, comme Anthony Bourbon. Mais il faut le faire dans un but stratégique, sinon ça n'a aucun intérêt. Il faut pas le faire pour l'ego, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu conseilles à un chef d'entreprise d'une grande boîte ? Tu veux dire de manière générale ? Oui, ouais. Est-ce qu'il doit communiquer ? Est-ce qu'il doit prendre position ? Là, on a vu pas mal de chefs d'entreprise qui ont pris des positions politiques face au marasme de l'Assemblée. C'est assez nouveau. Avant, il y avait quelques leaders qui s'exprimaient politiquement, mais c'était assez rare. Là, on le voit de plus en plus. Comment tu conseilles tes clients ? Moi, je conseille de le faire. Le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui dépendent de l'État. Et donc, forcément, prendre position contre l'État. Pour l'État, vu ce qui se passe, c'est compliqué. Et contre l'État, c'est un risque pour ces entreprises-là. Donc, c'est normal qu'elles ne le fassent pas. Je comprends complètement. Mais pour des entreprises qui ne dépendent pas de l'État, pour des contrats publics ou autres, pour moi, c'est hyper pertinent de le faire parce que au bout d'un moment, si les chefs d'entreprise ne le font pas, si les entrepreneurs ne le font pas, le plus gros risque, c'est qu'il y ait de moins en moins d'entrepreneurs en France parce qu'ils vont tous bouger. Et qu'on soit clair, la tentation est très grande de partir de la France. Moi, j'ai énormément d'entrepreneurs autour de moi qui vraiment sont en train de réfléchir comment partir avec des fiscalistes, et c'est sincèrement pas une blague, parce qu'ils en ont ras-le-bol.
Et ce que je comprends, mais le problème, c'est que s'il n'y a pas des entrepreneurs qui sont là à positiver sur le pays, à essayer de faire changer les choses, comme des Éric Larchevêque ou autres, bah, c'est normal qu'à la fin, tout le monde parte. Mais d'un côté, ce sera aussi peut-être un peu de leur faute de ne pas avoir essayé. Parce que si tous les chefs d'entreprise, au bout d'un moment, du pays, des plus grosses boîtes ou des boîtes qui, en tout cas, ont un minimum de poids dans leur domaine, s'unissent pour faire front, mais je suis convaincue que ça peut aider, en tout cas, à faire bouger quelques petites lignes auprès des politiques. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, t'en as un ou deux qui gueulent par-ci, par-là, mais forcément que ça change rien aussi. Et après, ça peut pas être forcément sur des sujets politiques, ça peut être position sur plein d'autres sujets. Ça peut être sur le recrutement, les nouvelles générations, l'entrepreneuriat en France, même de manière beaucoup plus lisse. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, je trouve ça pertinent de le faire. Tu étais présente à côté de personnalités non moins prestigieuses sur la scène de Big 2025, l'événement annuel de la BPI, et le titre de ton talk, c'était « Du crayon prompt, comment l'IA bouleverse la création de contenu ». Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'impact de l'IA sur ton métier ? L'IA, j'aurais aimé que l'IA soit encore plus utile sur ce qu'on fait. Mais l'IA n'est pas encore assez développée sur la création de contenu et sur même les clients qu'on accompagne. Pourquoi ? Parce que l'IA n'est pas encore hyper bon sur l'émotionnel, ce qui est normal. Donc un jour, j'ai aucun doute que l'IA sera excellent, voire même meilleur qu'un être humain. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc oui, pour s'aider de ChatGPT, pour trouver des infos vite, réécrire des mails, trouver des idées de réponse, corriger des posts LinkedIn, bien sûr. Mais pour trouver plein d'idées de sujets ou autres, il faut vraiment bien travailler les prompts. On le fait un peu, mais tout reste quand même beaucoup à la mano aujourd'hui. On essaie d'intégrer de plus en plus l'IA parce qu'on veut gagner un temps de dingue. Mais on est quand même encore un métier où l'IA n'est pas encore au cœur de ce qu'on fait. Mais j'ai pas de doute que d'ici quelques mois, quelques années, ça va l'être. Donc moi, j'ai aucun problème avec l'IA. Au contraire, je veux pouvoir l'utiliser le plus possible. Merci beaucoup pour ta présence avec nous, chez toi, chez moi, au Masterclass de l'excellence managériale. C'était un grand plaisir de t'accueillir au sein de notre communauté. On a une dernière question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire particulièrement dans ton métier de dirigeante ? Oui, mais je ne sais plus exactement comment elle se formule. C'est... celle qui me... je sais pas vraiment si c'est une citation, je pense que quelqu'un a forcément déjà dû la dire avant, c'est que le collectif est supérieur à tout. Le collectif est supérieur à tout. J'ai beaucoup aimé ton message sur les entrepreneurs qui restent en France, qui continuent à bâtir cette France qu'on aime. Ouais. Bravo pour tout ce que tu fais, c'était un immense plaisir. À bientôt. Merci à toi de m'avoir accueilli en tout cas. Merci à tous de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Masterclass de l'excellence managériale. Bonne journée.